Bonjour Marie-Lise, Bonjour. je suis contente d'avoir ce moment d'échange avec toi. On s'est rencontrés il y a plus de 10 ans, je pense que ça va bien même faire 12 ans et Mhm, lors d'une formation que tu animais sur le sujet de la haute sensibilité. mhm. Peux-tu me rappeler exactement le titre de la formation? Et je crois bien que c'était la personne hautement sensible et la désintégration positive De Dabrowski, de Dabrowski, c'est ça, effectivement. exactement. Hem, c'est une formation qui a radicalement, changé, ma vie. Elle m'a apporté, beaucoup d'informations ultra précieuses, une meilleure compréhension de beaucoup de choses, même de la prévention aussi. Hem, depuis, il y a cette amitié qui est née entre nous 2, donc on n'a pas Mhm, cessé de garder contact malgré le fait que tu es partie en Australie, que tu vis en Australie aujourd'hui et on a mhm. toujours, un millier, d'idées et de projets en tête, donc ça avance à petits pas. J'en suis très, très heureuse et aujourd'hui, c'était important pour moi de mettre en place ce moment d'échange, cette interview, pour que les gens puissent en savoir plus sur toi. Tu t'as investi et tu investis encore beaucoup de temps et d'énergie, pour ces sujets et tu fais un grand nombre de travail donc depuis des années et pour moi, il mérite d'être mis en avant et il mérite d'être entendu. Merci. En fait, au départ, je suis éducatrice spécialisée. Après, effectivement, j'ai suivi un rêve d'enfance et je me suis tournée vers la biologie marine que j'ai étudiée en Australie. Oui, alors effectivement, j'ai vécu dans 8 pays différents et des fois à l'intérieur d'un pays, j'ai déménagé d'un endroit à l'autre. Donc, je suis très, très efficace quand il s'agit d'acheter un nouveau toaster. J'adore. C'est une bonne question et des fois, je me pose la question moi-même. Euh, donc, je sais pas si vous avez déjà entendu parler du concept, mais Madame Aron, elle dit qu'on peut être hypersensible, mais aussi chercheuse de sensations. Donc, moi, m'identifie vraiment à ça, c'est-à-dire qu'elle dit on a un pied sur l'accélérateur, un pied sur le frein. Et du coup, c'est dur d'avoir le bon dosage, mais ça veut dire que moi, je suis très, très intéressée par la nouveauté. Donc, de changer de pays, voilà, de voir des choses différentes, des autres cultures, c'est quelque chose qui m'a bottée. Bon, c'est vrai que maintenant, j'en ai un petit peu marre d'aller à la chasse au toaster, mais voilà, je suis aussi plus vieille qu'avant. Mais avant, j'étais toute contente de passer à droite à gauche et de recommencer chaque fois à zéro. Et donc, je pense que ça a aidé. Et aussi, un environnement familial où on devait toujours se donner un coup de pied au cul. Excusez-moi le langage, mais ma foi, voilà. Où on n'était pas vraiment écouté dans un sens où on pouvait faire des états d'âme. Et du coup, avec un peu une habitude de pas trop se regarder le nombril. Ce qui est bien d'un côté, mais d'un autre, peut-être aussi, on manque certaines choses, on manque une certaine connexion à soi-même. Mais clairement, ça donne des gens indépendants qui arrivent à se donner un but puis le suivre. Donc voilà, donc un environnement familial qui a peut-être contribué à ça en même temps dans le bon sens et en même temps dans le mauvais sens. Alors, c'est vrai que c'est une petite histoire, donc je suis toute contente que tu me demandes parce que du coup, ça me donne un peu l'occasion d'expliquer pourquoi. Donc, après avoir fait la biologie marine, j'essayais toujours de rester dans cette branche-là, mais étant suisse, c'était pas toujours si facile. Avant qu'il y ait les facilités de l'espace Schengen, l'Europe, Mmh. j'avais pas de visa pour aller à travailler à des endroits qui avaient un océan. Et bon, au fil du temps, je me suis toujours un peu, j'ai toujours eu la possibilité de retomber sur des rôles d'administratrice et que je pouvais faire en Suisse pour simplement ne pas être au chômage. Et une fois, j'étais dans un poste administratif pour administrer un projet de science à l'EPFL. Et
je me suis dit, mais si tout d'un coup, je peux jamais retourner dans la science, qu'est-ce que je vais faire? Parce que ça me tenait quand même vraiment à cœur, cette science, et qu'est-ce que je pourrais bien faire d'autre? Et j'ai réalisé que les Suisses allemands sont bien plus en avance que les Romands en Suisse, en ce qui concerne donc le haut potentiel. Et du coup que j'avais fait le doctorat en Allemagne, je me débrouillais bien avec l'allemand et je me suis inscrite à l'université de Liestal, l'université, donc l'école pédagogique à Liestal. Et j'ai suivi un cours sur la pédagogie de la douance ou du haut potentiel. Et je me suis dit, quoi qu'il arrive, j'ai ça sous le bras et je peux revenir en Romandie et me spécialiser là-dedans et ça me botterait bien. Mais heu, ce qui s'est passé qui n'était pas forcément prévu, c'est que j'ai réalisé que, souvent quand on parlait de ces enfants HP, on parlait plutôt de leur sensibilité et alors je me suis intéressée un peu plus de plus près au sujet et j'ai réalisé que les hypersensibles, c'est 1 sur 5, tandis que les HP, c'est voilà, en tout cas ce que nous disent, les tests de QI, c'est 2,4. Donc je me suis dit: «Ah ben alors, je serais bien plus utile aux hypersensibles si je commence à faire des cours là-dessus. Et à l'époque, on n'avait encore pas les bouquins de Madame Aron traduits, donc on était bien embêtés. Et j'ai fait donc un raccourci, si on veut bien, pour les participants de mon cours, là où tu es venu. Sur plusieurs années, j'ai fait ça, pour amener les informations le plus vite possible en français. Cette notion de sensibilité qui t'a marqué et c'est par de là que tu as commencé à faire des recherches et ensuite tu es tombée sur, les recherches de Hélène Aron. Voilà, exactement. Tu es aussi en train de mettre sur pied un site internet, c'est Emerge Victorious. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus à ce sujet? Qu'est-ce que tu souhaites faire avec ça aujourd'hui? Alors c'est une bonne question, ça va, chercher dans des endroits un petit peu, privés. C'est-à-dire que j'ai eu une sale phase, au travail, de biologie marine où je suis tombée sur une personne manipulatrice qui, malgré le fait que je pensais les reconnaître, a bien réussi à m'affecter. Et là, ma psychologue m'a dit: «Marie-Lise, maintenant, il faut faire quelque chose où tu as le contrôle entier de ce que tu fais et qui te fait plaisir et qui regarde dans le futur». Et parce que j'étais vraiment dans un mauvais endroit, psychologiquement à ce moment-là. Et alors, je m'étais déjà dit que je voulais, mettre mes activités en ligne. J'ai une copine, ma copine Nathalie, de ch pas toujours, mais presque, puisqu'on était donc, à l'école ensemble, qui m'a dit: «Marie-Lise, tu tout pour plaire. Tes informations, elles ont, c'est comme une offre minimale, qu'on lance sur la toile et on regarde ce qui se passe et au lieu d'essayer de la peaufiner, en plus, en plus, en plus et puis pour finir, c'est pas ce que les gens veulent». Et ça m'a trotté dans la tête plusieurs années et là, quand cette dame, psychologue m'a dit: «Écoutez, maintenant, il faut faire quelque chose qui vous plaît», je me suis dit: «Bah, voilà, c'est ça qui me plairait, c'est de mettre mes cours en ligne sur les hypersensibles». Donc c'est, 6 chapitres, et maintenant ils le sont et ils sont pas parfaits et voilà et on va voir ce que donnera, le futur, mais dans un premier temps, en tout cas, c'est disponible pour les gens. Je te remercie. Ta transparence, ta confidence sur, la situation que tu as vécue et comme quoi même quand on connaît bien le sujet, ben, on se fait malgré tout encore, avoir et on peut pas Effectivement, et on n'en ressort pas forcément indemne non plus. indemne. Ouais, Mmh. c'est ça. Alors quand j'ai structuré mon cours, j'ai fait le cours, avec, des chapitres, si on veut bien, différents, et pour bien expliquer comment, l'hypersensibilité se traduit dans ces chapitres, là. Et donc il y a le travail, j'avais commencé avec le travail. Comment est-ce que ça nous pousse à choisir, une profession plutôt qu'une autre? Comment ça se décline au travail et quelles sont les facilités et les difficultés qu'on peut rencontrer?
Un autre sujet, c'était les relations donc amoureuses ou simplement familiales avec les autres. Et là, on avait fait un petit aparté sur les personnes manipulatrices. Euh, un autre sujet, c'est l'enfance, c'est-à-dire soit nos enfants à nous. Souvent, les gens ils réalisent qu'ils sont neurodivergents quand ils regardent leurs enfants et on leur donne un label, puis qu'ils disent, mais moi aussi, j'étais comme ça quand j'étais petit. Donc, ils commencent ce voyage de se demander si eux aussi seraient comme ça. En général, comme on dit en anglais, je ne sais pas si on le dit au français aussi, mais la pomme ne tombe pas très loin du pommier. Donc, en général, c'est plutôt des oui qu'on a comme réponse à ça. Donc, l'enfant qu'on a ou alors l'enfant qu'on était. Parce que la recherche est claire. Si on ne s'est pas senti soutenu en tant que personne uniquement sensible comme enfant, eh bien, peut-être on accepte ce trait moins bien que quelqu'un qui s'est senti soutenu et qui a eu peut-être un parent qui donnait l'exemple aussi. Surtout les petits garçons qui voyaient leur papa hautement sensible. Euh, et ça, si c'est un papa qui niait cet aspect-là et qui, au contraire, voulait essayer de faire le plus possible de l'ignorer et de le remettre à la cave, ça peut donner des difficultés. Et C'est peut-être d'autant plus compliqué pour les hommes d'ailleurs, hein. oui, alors eux, ils ont vraiment pas de bol, pour dire, parce qu'on a quand même des sociétés où c'est pas forcément bien vu pour un homme de montrer sa sensibilité, malheureusement. Ça va mieux, Euh, c'est dans le bon sens maintenant, Bien mais mieux que nos grands-parents et ceux d'avant, bien sûr, oui. Mais c'est voilà. Donc, un garçon qui a un papa qui est sensible et qui arrive à vivre avec ça, qui lui montre comment être dans le monde avec cette sensibilité, ça c'est vraiment précieux. Et puis le dernier volet, c'était le volet de santé. D'ailleurs, madame Aron et ses co-auteurs ont publié, ont fait une publication il n'y a pas longtemps là-dessus, où ils ont démontré, ils avaient déjà fait des observations là-dessus, mais maintenant ils sont allés demander vraiment à des gens pour vérifier. Et effectivement, donc les hypersensibles réagissent plus vite aux médicaments. Donc, si on veut, ces médicaments qui ont été faits avec des tests sur la population en général, c'est-à-dire avec une minorité d'hypersensibles, reviennent nous dire que voilà, les doses idéales sont X, Y, et alors l'hypersensible, souvent, il s'en sort avec une dose un petit peu moins haute que ça, et souvent, euh, ils ont des effets secondaires avec la dose normale. Donc là, c'est vraiment une histoire d'avoir un bon partenariat avec son médecin, sa médecin, et de voir si on peut négocier voilà, ce qu'on a envie de négocier. Et ils vont souvent nous dire, les médecins, que voilà, c'est une dose qui n'est pas thérapeutiquement possible. Les tests ont montré que ce n'était pas possible d'avoir un résultat avec cette dose-là. Et voilà, alors on ne sait pas si c'est le cas pour les hypersensibles ou et que voilà, les médecins se leurrent, ou est-ce que le fait de s'être fait donner un médicament par un médecin qu'on apprécie, ça fait du coup effet placebo et que ça marche quand même pour d'autres raisons. Ça, on ne sait pas encore, mais d'avoir hein, simplement été écouté et entendu voilà. dans ses besoins, dans la compréhension de son être, en fait, tout simplement. Voilà, ça c'est vraiment essentiel parce qu'on sait très bien que ça a une incidence sur les réussites de traitement. La personnalité ou le trait de l'hypersensibilité, finalement, elle se voit dans tous les domaines de la vie, pas seulement un. Et du coup, plus on en sait là-dessus, si on se sent concerné, mieux on arrive à naviguer notre vie sur tous les plans. Alors ça, c'est vraiment une idée très novatrice et d'ailleurs, je suis contente que tu l'aies parce que je l'ai aussi. Et je viens de commencer un travail de recherche avec une chercheuse de l'Université de Melbourne qui s'appelle Becky Black et on aimerait un peu savoir comment ça se passe pour une personne hautement sensible lorsque elle perçoit qu'elle l'est et commence à s'identifier à ce trait. Et on va avoir un questionnaire. D'ailleurs, si ça vous intéresse de le remplir, faites-nous signe parce qu'on va avoir besoin de plein de participants.
Mais l'idée, c'est de dire que si on détermine effectivement que la connaissance de soi-même à travers ce concept-là aide les gens à être plus équilibrés, plus heureux et en meilleure santé, ça voudra dire après que ça va être une bonne raison de faire des campagnes de sensibilisation. Ça serait magnifique. Oui, on va voir, on y travaille. C'est clair qu'on doit vivre dans la société dans laquelle on vit. Je ne sais pas si tu te rappelles du cours, mais j'avais une petite partie qui disait, voilà, de faire l'ermite, ça va pas. C'est pas parce que Mmh. vous êtes hypersensible, vous devez faire l'ermite, parce que si on enlève toutes les stimulations, eh ben, vous êtes plus dans la vie normale, si on veut bien. Mmh. Donc, il faut aussi trouver sa place dans la vie normale. Et du coup, ben voilà, ça commence à l'école. Mais ça ne veut pas dire qu'après soi, en tant qu'individu, on n'a pas le droit non plus de se protéger un peu et Mmh. de faire des choix qui sont bien pour nous et que finalement, on n'a pas besoin d'attendre que les autres nous donnent la permission de faire ces choix-là. D'où la nécessité de bien se comprendre. Exactement. Donc, c'était l'anecdote de la banane. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais j'avais pris comme exemple une banane qui dépasse la petite poubelle quand on est dans le train et qui sent, voilà, et la banane dépasse. Et puis la personne hypersensible qui se fait tout un trip dans la tête que cette banane, franchement, elle devrait être dans le compost. Mais où va-t-on avec cette humanité? Et en plus, ça sent mauvais, etc. Mais en fait, peut-être que des fois, avant qu'elle ait compris sa nature et aussi compris qu'elle a le droit d'agir comme étant soutenante vis-à-vis d'elle-même, elle va rester quand même assise sur la même banquette tout le long du trajet. Et quand elle arrive au travail, à la fin de son trajet, elle est prête à arracher la tête à quelqu'un. Alors qu'elle aurait très bien pu dire, voilà, je perçois ma banane, c'est vrai que c'est très dommage qu'elle soit pas dans un compost, mais je me lève, je vais m'asseoir ailleurs, et cette banane, merci beaucoup, mais j'ai plus besoin de lui donner de l'attention. Et ça, chacun peut faire ça pour soi-même. Et c'est pas parce qu'on est hypersensible qu'on doit après tout le temps être en train de demander aux autres de changer pour nous. Thème Ouais. que tu abordes, donc tu as dit le haut potentiel et la personne hautement sensible. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Alors sur mon site, j'ai vraiment, en fait, je me fais plaisir, donc j'ai choisi que des choses qui m'intéressent et c'est ce que je fais et voilà, si quelqu'un trouve ça utile, eh ben, ils sont les bienvenus de venir là et s'ils trouvent que c'est pas très intéressant, ils ont pas besoin de s'intéresser à la chose, mais à part, donc le haut potentiel et l'hypersensibilité, un concept qui me botte, c'est justement cette, désintégration positive, donc de ce monsieur Dabrowski et qui a beaucoup à apporter. J'ai fait une publication là-dessus et contrairement aux publications que je fais en biologie marine, celle-ci, elle est très peu citée. Donc, ça, c'est des mauvais points, ça, quand on est chercheuse et qu'on ne nous cite pas. C'est très embêtant parce que ça veut dire que personne s'y intéresse. Mais par contre, le journal où j'ai publié ça nous montre les statistiques du nombre de personnes qui regardent la publication et on est à peu près à 70 000 pour le moment. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire, ça veut dire que c'est pas des gens à l'UNI qui regardent ça forcément, c'est aussi des praticiens, peut-être des coachs, des psys qui ont lu cet article. Et ça me rend vraiment joyeuse parce que c'était pour ça que je l'avais fait, pour sortir ce sujet-là de l'obscurité dans lequel il est, puisqu'il est plutôt utilisé dans la pédagogie des enfants hautement de haut potentiel. Et je pense que cette théorie a beaucoup plus à offrir. Et d'ailleurs, je suis en train d'essayer de publier une publication là-dessus en relation au suicide. Oui, mais d'ailleurs, c'est par rapport à ça qu'il a fait toutes ses recherches, hein. C'est parce qu'il avait perdu quelqu'un, ce Oui, Dabrowski. c'est juste parce qu'avant, il avait il voulait faire un autre métier. Et quand il a perdu un être cher, quelqu'un contemporain, beaucoup trop tôt, puisque c'était une personne jeune, c'est ça qui l'a après motivé pour regarder à la psychiatrie, la psychologie. Juste que ça soit clair pour les personnes qui nous écoutent, quand tu parles de publication, donc c'est
Je connais déjà ta réponse, mais je vais quand même la formuler. Vas-y, vas-y. Aujourd'hui, la science, elle ne permet pas de rassembler, cette information et j'ai toujours cette question qui me trotte dans la tête. Est-ce que finalement tout ne serait pas lié? Est-ce que la neuroatypie, en fait, ne serait pas comme un même cerveau à l'intérieur duquel il y a les HP, les TDAH, les TSA, les HS, donc les hautement sensibles, et que, les traits seraient plus fortement prononcés que d'autres? Moi, j'observerais même plutôt le HS, donc la haute sensibilité qui serait le contenu et à l'intérieur duquel il y aurait encore ces compartiments qui seraient plus ou moins grands, en fonction, ben, de l'environnement, en fonction, de plein de choses, mais qu'aujourd'hui tout est un peu scindé, en fait. Alors, il y a 2 aspects de ce que tu dis où je peux faire un commentaire. Donc le premier, c'est que, la science, ben, elle avance quand même pas si vite. On décide de faire une étude, on l'a fait, peut-être qu'on l'a fait une partie, en tout cas, en une année. Après, ça met encore presque une année ou plus pour la publier. Et puis après, c'est encore pas exprimé dans un langage que tout le monde comprend et c'est encore pas exprimé dans un langage qui est forcément le vôtre. Donc voilà, le moment où la personne fait une étude et le moment où elle est publiée, on peut facilement avoir 4 ans ou même peut-être 10 ans qui se passent. Donc, ça avance pas très vite. Et cette idée que voilà, les cerveaux atypiques, peut-être qu'il y a quand même quelque chose qui tous les relie, c'est possible qu'on en vienne là dans la recherche, dans le futur, mais pour le moment, on n'y est pas. Pour le moment, on est en train de mettre des labels et on est en train de regarder comment ces labels sont différents les uns des autres, à quelle distance ils sont les uns des autres et comment ils se déclinent. Voilà. Donc, pour le moment, on est en train de plutôt de faire des coupages et c'est possible que dans le futur, on réalise que finalement, il y a quelque chose qui unit tout ça. euh, et, euh, Après, je fais un fondu enchaîné sur l'autre aspect, c'est que quand on étudie quelque chose, il y a plusieurs manières de l'étudier. Une manière, c'est d'avoir des choses très, très tangibles, du style un biomarqueur, c'est-à-dire on vous fait une prise de sang, voilà, on va tout de suite savoir si vous avez la maladie XY. Voilà, c'est clair. On sait qu'il y a, que c'est un biomarqueur. Si vous avez ça dans le sang, on sait que vous avez cette maladie. On peut aussi faire ça avec les gènes. Donc, des fois, il y a des choses, on sait, si on a un gène X ou Y, on sait qu'on a quelque chose de spécial comme ça. Mais il y a quand même plein de cas où c'est pas du tout si concret, c'est si facile que ça. Des fois, il y a multigènes qui nous donnent peut-être un label. Et et du coup, heu, après ça encore, dans les moins convaincants, mais quand même plus convaincants que rien du tout, c'est, les constructions psychologiques, c'est-à-dire où les gens, ils font des observations, les chercheurs font des observations, puis après ils essaient de faire des groupes en fonction des observations et ça va un moment, jusqu'à ce que peut-être des fois on réalise que les groupes, voilà, il y a pas besoin forcément de les différencier, mais ça commence par la différenciation. Et nous, on est dans une dynamique de différenciation et seulement le futur nous dira si finalement ces concepts ils sont liés ou pas. Patienter. Patienter. En parlant de labels, je vais, rebondir sur le sujet des étiquettes. Il y a un groupe de personnes qui va clairement revendiquer son fonctionnement, atypique et d'autres qui vont refuser, d'entrer pour éviter d'avoir une étiquette collée sur le front. Ça me fait penser à 2 cas de figure que j'ai vus, dans mes cours, mais bon, j'ai pas suivi les gens non plus, si longtemps pour savoir si après les choses, ont changé, mais un peu 2 manières de faire, c'est-à-dire, une où justement je choisis cette étiquette et je m'identifie moi-même à un label ou un autre et j'explique ma réalité à tout le monde, ceux qui veulent l'entendre et même ceux qui ne veulent pas l'entendre en fonction de cette étiquette. Ça me donne le droit d'exister, ça me donne le droit de revendiquer certaines choses. Et il reste, cette personne-là, des fois, elle reste avec ça pendant longtemps. Et souvent,
ça finit par irriter les gens qui sont autour de cette personne. Et il y en a d'autres qui commencent par s'identifier. Des fois, il y en a, ils ont vraiment même de la peine à s'identifier. Et après, j'appelle ça qu'ils se retournent comme des crêpes. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont pu s'identifier, qu'ils ont pensé à leur passé en fonction de cette nouvelle grille de lecture, ils arrivent vraiment à organiser leur quotidien et leur futur en fonction de cette nouvelle compréhension d'eux-mêmes. Et eux, alors ils sont tout à fait d'accord de laisser passer l'étiquette, ils n'en parlent plus, ils ne sont pas très intéressés sur le sujet, alors que si on les prenait une année avant ou 2 ans, ils étaient tout feu, tout flamme pour ce sujet-là. Et ce deuxième groupe, c'est probablement ceux qui en retirent le maximum de bénéfices pour eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils ont une grille de lecture qui leur permet de mieux naviguer leur vie, de se respecter soi-même et de Mhm. se faire respecter par les autres en mettant un peu des limites un peu C'est plus, ça. plus, Le plus, coup plus de la fortes. banane, d'oser changer de siège. Voilà, de changer de siège quand on s'énerve avec une banane. Au lieu de dire que la banane ne devrait pas être là et que les autres devraient enlever la banane et que nous, on devrait rester sur nos sièges et continuer à sentir cette banane jusqu'à ce que quelqu'un d'autre s'en occupe. Et alors, ça, si on continue à prendre ce label comme pour qu'on s'occupe de nous, il faut peut-être se penser aussi pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire ça? Est-ce qu'on a besoin qu'on s'occupe de nous parce qu'on a manqué d'autres certaines choses? Et ça demanderait peut-être à creuser un peu. Parce que même Madame Aron qui dit les hypersensibles, ils sont surreprésentés dans le cabinet du psychologue, donc il y en a plus que 1 sur 5, c'est clair. Mais dès qu'ils arrivent à comprendre la nature de leurs traits et de voir qu'il n'y a rien de mal, qu'en fait, voilà, ils sont un peu différents, mais tout va bien quand même, ils s'envolent aussi beaucoup plus facilement de ce cabinet que les autres. C'est soit je refuse l'étiquette, je ne rentre pas dedans, et ça, ben, je trouve que c'est dommage pour la personne parce qu'elle s'enferme et elle n'a pas la possibilité de s'ouvrir à ça, donc c'est aussi s'ouvrir aux autres différemment. Il y a ceux qui vont prendre les informations, coller l'étiquette et être profondément dedans et ne tourner que autour de ça. Et il y a ceux qui vont, bah, l'utiliser comme mode d'emploi, apporter, les changements nécessaires dans sa vie pour que ça fonctionne le mieux possible et on passe à autre chose. Ah, mais alors, en tout cas, c'est vraiment intéressant que tu dises ça parce que j'avais fait une fois une présentation à Mednat à Lausanne et Mmh. devant beaucoup de monde. Et tout d'un coup, ce monsieur qui était resté derrière pour pouvoir me parler, pas mal de gens qui voulaient me parler, et lui, il m'a juste dit, je veux juste vous dire que là, en 40 minutes, non seulement vous avez rien essayé de me vendre, mais en plus, vous m'avez donné le manuel d'utilisation de ma vie. Je vous en suis très reconnaissante. Mais j'ai encore la chair de poule rien qu'en te disant ça. C'était Mais vraiment ça me un fait le grand même moment. effet Ah, c'est et je vraiment. comprends tout à fait, pour quelle raison il le dit étant donné que moi-même je l'ai vécu. Donc oui, c'est ça, c'est vraiment Hmm, tu vas partir des recherches, tu vas les vulgariser, tu vas mhm, mettre une communication qui permet à nous autres, de comprendre, et avec ça, à côté, tu nous donnes des exemples du quotidien, des exemples concrets qui peuvent se vivre ou qui peut être vécu ou qui a été vécu, et c'est ça qui est hyper riche, en fait, et c'est là où vraiment c'est le mode d'emploi, quoi, parce qu'on a la totale. OK, on part des recherches et on peut, le transposer dans la vie réelle, et ça, c'est essentiel et c'est ça qui change tout. hmm. Ça me rappelle plusieurs personnes qui ont été à mes cours. Et, des fois, la personne autosensible venait, mais aussi avec quelqu'un de la famille, une fille ou un partenaire. Et des fois, je donnais des exemples, je les voyais qui s'envoyaient des coudées pour dire: t'as vu, c'est ce que j'essaie de t'expliquer». Et ça sortait de la bouche de quelqu'un d'autre qui était neutre dans la relation. Et tout d'un coup, la personne hypersensible se sentait validée parce que tout d'un coup, son partenaire, sa partenaire, son enfant pouvait dire que, ben voilà, en fait, c'est vrai ce qui se passe pour moi. Il y a même d'autres gens qui sont concernés. C'est pas moi qui suis gaillouf. Et voilà, même si je suis en minorité, ça veut encore pas dire qu'il n'y a rien.
Et je prends Oui, en Suisse, on a des exemples vraiment très probants avec les langues où on dit c'est pas parce qu'on est roman et puis il y a 65% d'alémaniques dans notre pays qu'on doit être anormal. On n'aurait jamais l'idée de dire ça, qu'on est anormal simplement parce qu'on est un petit pourcent de la population. Et alors, c'est la même chose pour les hypersensibles, sauf que voilà, s'ils ont un partenaire ou des parents ou je ne sais qui dans leur entourage qui continue à leur dire, mais moi, j'ai personne dans mon entourage qui est comme toi, t'es quand même bizarre. Alors, quand ils entendent ça, bien sûr que ça leur fait mal au cœur. Et puis d'un coup, voilà, ils s'intéressent à la chose, ils apprennent et ils peuvent réconcilier qui ils sont avec ces faire la paix. concepts. Et puis après, c'est mieux s'en occuper pour après mieux le déposer, ce concept, et puis vivre sa vie sans s'occuper de ça. Finalement, ça a tout à voir avec le respect d'autrui et de comprendre que voilà, c'est comme quand on a quelqu'un qui est daltonien dans sa famille, ben voilà, ils font pas exprès, c'est pas comme s'ils faisaient exprès pour embêter le monde, c'est la même chose, on fait pas exprès d'être hypersensible pour embêter son monde, mais c'est clair que voilà, c'est pas parce qu'on est hypersensible qu'on n'est pas, comment dire, immune d'être narcissique en même temps. Donc, si on est quelqu'un qui se regarde le nombril tout le temps, puis qu'en plus on est hypersensible, alors on va peut-être vouloir aller revendiquer ça tout le Exactement. temps, faire en sorte d'utiliser ça comme levier pour que les gens s'occupent de nous. C'est ça. Mais Exactement. si vous prenez un de mes cours, c'est comme ça que je vous dis qu'il faut quand même pas exagérer. Chacun a sa Oui, c'est ça. responsabilité. Et du Mhm. coup, c'est bien de mettre des limites, mais quand même, ça ne C'est veut pas pas dire qu'on a le droit à l'utilité. tout. Voilà, Mhm. exactement. Tu as écrit un livre sur les victimes de manipulation. C'est encore en train de se faire, Alors, il est en anglais pour le moment. pour le moment. Je voyais On la a des chose arriver. plans. Ouais. Hem, Tu veux nous en dire un peu plus sur ce livre? Volontiers, oui. Au début, effectivement, on avait une idée de livre et donc l'idée était de donner, une chance aux gens de prendre conscience de peut-être que du fait qu'ils sont dans une relation toxique avant que ça devienne trop tard, si on veut bien. Et donc on a posé des questions à une série de participants qui ont eu, eux, des expériences avec des personnes toxiques, au travail ou à la maison. Et elles ont répondu à un questionnaire. Et on a fait ça dans un cadre privé, donc pas en tant que recherche. Hem et on écrit autour des réponses de ces personnes puisque, on a l'idée que peut-être, ce qu'a vécu une personne, ça peut vraiment mettre la puce à l'oreille d'une autre, alors que si on parle de généralité, de choses qui sont dites dans les publications ou je ne sais quoi, ça a peut-être pas cette résonance, de la même manière. Mais, on était parti sur l'idée d'un livre, on va voir comment ça se joue, mais j'ai récolté des retours de gens qui ont été dans ces relations-là et ils me disent, ils sont tellement occupés parce que la personne toxique, c'est une manière de faire en sorte que la personne toxique ait toujours de l'attention, c'est qu'elle fait en sorte que la personne déménage, elle les rend, toujours, suroccupés pour qu'ils aient pas le temps d'aller voir leurs amis, leur famille, qu'ils se fassent des connexions à l'extérieur. Et du coup, on s'est dit que finalement, on n'allait pas essayer d'obtenir un nombre de pages particulier, qu'on va écrire ce qu'on va écrire et que ce document-là, qu'il soit un livre ou petite brochure ou voilà, ce sera ce que ce sera pour finir. Donc en fait, l'idée, c'est que ça amène pour la personne qui a un doute sur ce qu'elle vit, parce que malheureusement, c'est souvent le cas. C'est très difficile pour ces personnes, de prendre conscience de la situation dans laquelle elles sont, si elles ont pas pris conscience depuis le début. Donc, l'idée, c'est que s'il y a quand même un petit doute au coin de sa tête, se poser la question: «Est-ce que c'est normal ou pas,
ce que je vis, d'avoir ce petit livre, à disposition, qui permet peut-être de donner la force et le courage, de mettre ça en conscience, de prendre ses clics et ses claques et de se barrer. Bon après, ça prend des fois des années, hein, pour C'est partir, ça. bah, parce qu'ils sont très forts pour, ils et elles sont très forts pour nous garder, mais Mmh. effectivement, c'est comme tu dis et en fait, on a essayé de penser à quel était le principal, Besoin? besoin, non, la manifestation, la plus, la plus probante que toutes les victimes de personnes narcissiques semblent, éprouver, c'est la confusion. Mmh. Elles ne comprennent pas, une fois c'est comme ci, une fois c'est comme ça. Mmh. C'est ça. La personne était comme ci, maintenant elle est comme ça. Et donc c'est un espèce de brouillard de compréhension et c'est sur ce fait-là qu'on va se baser en espérant que le brouillard de compréhension, qu'on puisse les amener après à peut-être se poser la question: «Est-ce que je suis avec une personne narcissique qui me veut du mal, en fait?» Mmh. Oui, et ça, c'est, juste important, c'est le sujet aujourd'hui, c'est pas ça, mais peut-être qu'on en fera un, pourquoi pas? Mais, ce qui est important, je pense, de comprendre, c'est qu'il y a des personnes narcissiques qui ne veulent pas du mal, mais qui peut-être indirectement peuvent en faire. Mais il y a aussi les personnes narcissiques, mais qui, elles, cherchent vraiment à faire du mal pour se faire du bien. Donc Mmh. c'est important de bien, séparer, ces 2 choses, et là, dans ton livre, tu parles vraiment des personnes, qui cherchent à faire du mal, pour se sentir bien. Mmh. Voilà. Tout à fait. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites ajouter? Ben non, pas spécialement, de toute façon, peut-être la chose à ajouter, c'est qu'on n'a qu'une vie, que le temps, c'est la seule chose qu'on peut pas, acheter. C'est ça. Donc on a un peu une responsabilité de vivre sa vie, pleinement et je fais une petite allusion aux bouddhistes parce que j'avais lu un livre sur les bouddhistes qui disait que, d'avoir du temps, où on a des loisirs. C'est tellement rare puisqu'ils croient bien sûr à la réincarnation et voilà, que entre les animaux et les humains qui sont tout le temps, à devoir se demander ce qu'ils vont manger et puis où ils vont aller dormir, la nuit qui arrive là, tous ceux qui ont du temps pour faire des loisirs, on est vraiment dans une situation unique, qui est tellement unique qu'on pourrait la décrire comme étant, la probabilité qu'une tortue de mer revienne à la surface pour prendre une golée d'air et qu'elle tombe dans un cerceau qui aurait, flotté sur l'eau. Et quand on pense à cette image-là, on se dit qu'on a peut-être, quand même beaucoup de chance et du coup, que c'est bien d'utiliser, le temps qu'on a de la meilleure manière possible et du coup, si ça veut dire, commencer par se connaître mieux soi-même ou connaître, les gens qu'on aime, mieux, c'est sûrement, quelque chose de très valorisant à faire. Merci. C'était un point final magique. Un petit peu de philosophie pour la route.